quoi? Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Fabien Bouglet. Alors avant toute forme de débat, cher Fabien, comment allez-vous? Merci beaucoup Rémi. Écoutez, ravi de venir participer à une émission de Juste Milieu. Moi, je suis ravi, très très bien. Je vois que les thèmes liés à l'énergie sont au cœur de l'actualité, vont l'être au cœur des élections présidentielles avec tout le monde qui s'agite, les écolos avec Europe Écologie Les Verts en pleine primaire qui racontent n'importe quoi sur l'énergie, Macron qui commence à tirer son épingle du jeu, et puis la droite également qui s'intéresse à la question avec Mélenchon qui est quand même loin derrière sur le thème et qui est un peu débordé par Europe Écologie Les Verts. Donc une belle bataille énergétique en prévision. Une actualité effectivement très riche et ça va être le grand thème de notre échange aujourd'hui. Et ce grand thème, ça va être les éoliennes. Alors vous êtes devenu un acteur incontournable de ce débat-là avec ce livre, Éoliennes, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher, un ouvrage incontournable aujourd'hui pour comprendre cette question des éoliennes au cœur de l'actualité écologique. Vous allez revenir le 6 octobre prochain. Alors là c'est la suite et là, ça va être piquant. Là encore, il va y avoir de la réflexion avec Nucléaire, les vérités cachées. On aura la chance, l'honneur de vous recevoir à nouveau sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, on va parler de cette question des éoliennes. Chers spectateurs, je préfère vous le dire tout de suite. Vous allez être surpris. Voilà. Moi, j'ai lu le livre de Fabien. Je peux vous dire, voilà, il y a eu de la surprise. Il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir sur les éoliennes et c'est pas si évident que ça. Mais on va y venir. Mais avant toute chose, cher Fabien, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours à la fois professionnel et aussi des différentes étapes qui vous ont mené à travailler sur cette question des éoliennes? Alors, moi, il faut savoir que dans la vie professionnelle, je n'ai aucun lien avec la filière énergétique, qu'elle soit d'ailleurs nucléaire ou éolienne. Moi, je suis un spécialiste en France du patrimoine artistique et je travaille dans le monde entier, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pour accompagner, enfin en France, pour accompagner des particuliers qui sont propriétaires d'œuvres d'art. Et donc, j'accompagne ces particuliers. Je suis un spécialiste en France du droit, de la fiscalité et de toute l'ingénierie patrimoniale de ce patrimoine. Donc, j'ai même écrit plusieurs livres sur la question. Ce n'est qu'il y a une douzaine d'années où j'étais restauré une petite maison en Normandie, où j'ai appris qu'il y allait avoir 13 éoliennes à 800 mètres de ces maisons, en plus des éoliennes de 150 mètres de haut, on était sur les premiers modèles, 800 mètres de chez moi, et en plus sur une dénivellation, donc un petit mont de 80 mètres. Donc on imagine ces éoliennes auraient été à 200-250 mètres de haut par rapport à mon petit logis que j'étais en train de restaurer. Donc j'étais en train de restaurer ce logis et un jour j'apprends ce projet d'éoliennes et ça a en quelque sorte changé ma vie. J'ai découvert dans le cadre de ce dossier qu'il y avait des prises illégales d'intérêt, c'est-à-dire déjà de la corruption. En fait, les éoliennes étaient installées sur les terres des élus. Bon, c'est déjà pas bien. Comme je suis juriste et ma femme également, on a enquêté sur la question des prises illégales d'intérêt et on s'est rendu compte que c'était massif. Et j'ai été pendant plusieurs années en lien avec le service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice, qui est une autorité du ministère de la Justice, qui en 2014, avec mes différentes interventions, d'abord ils m'ont apprivoisé, j'ai montré patte blanche, et en 2014, ils ont émis une alerte sur le caractère massif de la corruption dans l'éolien. Ça a fait l'objet de différentes émissions et ça a été un premier coup dur pour la filière éolienne qui finalement s'est arrangé pour changer la loi en 2014 avec la loi Brottes qui en 2015 qui a libéralisé totalement le marché des éoliennes. Et puis François Hollande a supprimé le service central de prévention de la corruption. Il y avait 250 plaintes en cours. C'était plus simple de supprimer le service, comme ça on était à peu près sûr qu'il n'y avait plus de problème. Le magistrat avec lequel j'étais en relation a été muté. Quelques années après, j'ai dévoilé dans la presse le scandale du prix de rachat de l'électricité des 6 centrales éoliennes en mer
qui avait été prévu entre 2011 et 2013. Donc d'abord par Nicolas Sarkozy avec Valérie Pécresse, qui est candidate aux élections en tant que candidate des Républicains. Et puis ensuite par Ségolène Royal. Donc ces 6 parcs qui se sont vus octroyer un tarif de rachat avec un prix garanti à 220 € le mégawattheure. À l'époque, le prix du mégawattheure était autour de 45 € le mégawattheure. La différence entre 45 et 220, c'est une subvention payée par les consommateurs au travers des taxes sur les factures d'électricité et au travers du contribuable. Le prix total de ces subventions est de 40 milliards d'euros. J'ai dénoncé ça et j'ai réussi à obtenir un dépôt d'un amendement au Sénat, un amendement proposant la renégociation de ces tarifs de rachat. Le ministre de l'économie à l'époque était plutôt très dur. Il demandait à ce que ce soit renégocié autour de 80 € le mégawattheure. Il y a eu un très, très fort lobbying des promoteurs éoliens. Et Nicolas Hulot a envisagé de démissionner. Il a mis la pression sur Macron. Et au final, in fine, le prix de rachat a été à 150 € plus 30 € de raccordement, donc 180 € le mégawattheure. Donc, on s'est retrouvé avec toujours une subvention considérable, avec une subvention totale de l'ordre de 30 milliards d'euros. Et suite à ces différents événements, eh bien, il était temps, et on m'a proposé d'écrire un livre qui reprenait un petit peu la synthèse. Ça faisait des années que j'avais envie d'écrire un livre, mais je ne sentais pas le momentum, comme on dit. Et là, il y avait la commission d'enquête parlementaire qui s'est réunie en 2019 à l'initiative de Julien Aubert et de Marjolaine Milfer de La République En Marche, qui a donc donné ses conclusions à l'automne 2019. Donc pour moi, ça a été l'opportunité, cette commission d'enquête, de faire une synthèse de tout ce que j'avais recueilli comme information sur le scandale et l'imposture des éoliennes, tant du point de vue écologique que du point de vue financier ou que du point de vue de la corruption et de la mafia. Et justement, avec vous, Fabien Bouglet, on va remonter un peu le fil de ce scandale des éoliennes, parce que c'est vrai que les lignes bougent depuis quelques mois, quelques années. On voit par exemple du côté des États-Unis, de la Russie, la question des éoliennes est complètement reconsidérée. En Pologne également, la Pologne qui a annoncé une sortie de l'éolienne d'ici 2040. Voilà, tout à fait. C'était lors de la COP qui a suivi la COP 21 en France. La Pologne, qui est beaucoup plus pro-nucléaire parce qu'elle a un vrai problème d'émissions de gaz à effet de serre à cause de ses usines au charbon, qui est d'ailleurs le même problème que l'Allemagne. Et donc, la Pologne est plutôt un pays qui veut décarboner son électricité par le nucléaire plutôt que par les éoliennes, parce qu'ils savent très très bien que les éoliennes peuvent poser des problèmes contradictoirement à ce qu'on pourrait croire en termes d'émissions de gaz à effet de serre indirect. Et effectivement, on a un phénomène mondial de remise en cause. Oui. Et on a simultanément une agressivité commerciale des promoteurs éoliens qui, forts des subventions publiques dont ils bénéficient, eh bien, font un lobbying d'enfer auprès de la Commission européenne ou auprès des États pour réussir à obtenir des tarifs de rachat préférentiels, des subventions, etc., etc. Donc, cette manne financière leur permet de financer des lobbyistes. Et donc, on est un peu, c'est le pot de fer contre Polter, c'est David contre Goliath. Mais n'oublions jamais que dans le combat de David contre Goliath, à la fin, c'est David qui gagne. Et on va effectivement aborder cette question du lobbying, aussi du militantisme écologique qui accompagne la thématique des éoliennes. Mais pour remonter un petit peu la chronologie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les éoliennes se sont imposées dans le paysage? Alors le paysage aussi bien économique que le paysage, le paysage tout court, autour de nous, en France, dans les pays, en Europe et partout ailleurs dans le monde. Comment les éoliennes se sont imposées comme la solution, le symbole de l'écologie? Alors, vous avez eu d'abord un lobbying en Allemagne parce que l'Allemagne est beaucoup plus… d'abord, l'Allemagne est très pollueuse. C'est un pays qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, à peu près 10 fois les gaz à effet de serre de la France, parce que l'Allemagne est très impliquée avec de l'électricité charbonnière, donc c'est épouvantable. L'Allemagne nous envoie des quantités industrielles de poussière, de particules fines qui contiennent de l'uranium, du mercure, enfin beaucoup de saloperies. Et l'Allemagne avait fait ce choix-là de ce qu'ils appellent d'envisager l'énergie wind.
Et après Fukushima, Angela Merkel a accéléré l'énergie wind 2 en conférant aux promoteurs éoliens, puisqu'en fait, quand l'éolienne tourne, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, hein, ça c'est la vérité, il ne faut pas le nier. On verra l'autre problème. Et cette énergie wind 2, en lien avec les associations environnementales, a contaminé, en fait c'est préalablement Gerhard Schröder qui avait prévu des subventions pour les promoteurs éoliens, il y a un tarif de rachat et ça avait été accéléré par Angela Merkel. Eh bien, tout ce lobbying-là a été calqué en France à partir de l'arrêt Cochet en 2001. Cochet, donc sous la gauche plurielle, c'est Lionel Jospin, obtient simultanément à la fin comment dire, du nucléaire, enfin ils font un fort lobbying nucléaire, Cochet obtient le tarif de rachat à 83 € le mégawattheure, prix garanti pour l'énergie éolienne. Et c'est le moment aussi clé où on a une privatisation de l'électricité, c'est-à-dire qu'EDF perd le monopole de la fourniture d'électricité en France et on permet à des acteurs étrangers ou des acteurs différents d'EDF de produire de l'électricité. On revient au fond à ce qui se passait avant qu'EDF ne soit privatisé en 1946. Nationalisé, pardonnez-moi. Nationalisé, où on avait une multitude de petits producteurs d'électricité qui avaient été réunis sous la coupelle d'EDF. Et là, en fait, on privatise EDF en permettant à des opérateurs autres de pratiquer l'électricité. Mais pas au tarif habituel de l'électricité. Le tarif habituel, c'est le tarif spot, hein, c'est celui qu'on trouve dans le marché de l'électricité, mais à un tarif garanti, c'est-à-dire que quel que soit le prix de l'électricité, le prix de rachat est garanti aux producteurs d'électricité et à un prix déterminé pendant 15 ans. Et c'est comme ça qu'en fait, à 83 € le mégawattheure en 2001, eh bien, on a progressivement eu des promoteurs éoliens qui ont acquis des fortunes avec l'argent du contribuable, tout simplement. Et 2001, c'est le moment du début de l'augmentation des prix de l'électricité ininterrompue depuis 20 ans. Et donc, c'est à ce moment-là que se développent et que se déploient les éoliennes en France par un débordement d'argent public et par une invasion des éoliennes sur les territoires. Et comme le plan pluriannuel de l'énergie qui a été publié pendant la crise du Covid propose de multiplier presque par 2 le nombre d'éoliennes en France, et bien on a une pression considérable, soit dans les territoires ruraux en France, puisqu'il y a 8 000 éoliennes installées en France, ils veulent en installer entre 15 et 16 000 d'ici 2025, et en plus une forte pression sur les littorales marins, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un projet de centrale éolienne entre Dunkerque, un au large du Tréport. D'ailleurs, je suis au Tréport bientôt pour une conférence. J'ai à Fécamp, à Corseul, à Saint-Brieuc, à Saint-Nazaire, bientôt à Belle-Île. Bref, tout à l'île de Noirmoutier, l'île-Dieu, enfin, à l'île d'Oléron. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une véritable invasion qui, en plus, ne sert à rien. Pour quelle raison? Pour enrichir les promoteurs éoliens qui bénéficient de prix garantis. Donc effectivement, un intérêt économique très, très marquant pour expliquer le développement des éoliennes en France et partout ailleurs en Europe. Et on va commencer à décortiquer cette question avec les différents problèmes que posent les éoliennes. Mais je me permets quand même de rappeler, et c'est pour ça que je suis vraiment heureux de vous recevoir, Fabien Bouglet, la question n'est pas de descendre une solution écologique juste pour le plaisir. Bien au contraire, c'est de dire qu'il faut bien évidemment défendre notre planète, mais que là, on est face à une problématique d'écologie business qui est plus que contre-productive, qui malheureusement va à l'encontre du but qu'elle s'est donné, qui est de défendre la planète, comme vous allez nous l'expliquer au fil de cet échange. Et on va commencer tout de suite avec la question du recyclage. Alors, c'est vrai, là, j'ai été scié, comme on dit, à la lecture de votre ouvrage, cette question du recyclage. C'est vrai que les éoliennes, on se dit, bon, ben voilà, c'est la solution écologique, forcément, tout a dû être réfléchi, pensé pour qu'une éolienne qu'on installe dans le paysage, au bout de 20-25 ans, qui est environ la durée de vie moyenne, dès qu'on l'enlève, bon, ben, on peut la recycler, c'est impeccable. Ah ben là, patatras, là, vous nous dites que c'est plus compliqué que ça. Alors, Greenpeace, sur le site internet de Greenpeace, ils nous disent les éoliennes
comme de jolies fleurs pour sauver comme un bouquet de fleurs pour la transition énergétique. On imagine les jolies fleurs dans les cheveux blonds de Greta Thunberg. Ben non, non, Greenpeace, non, non, c'est pas des jolies fleurs, les éoliennes, c'est des jolis monstres. C'est des monstres de 150 à 240 mètres de haut pour les éoliennes sur Terre. Hein, les plus grandes font 240 mètres de haut et qui sont composées de 4 éléments principaux. Le socle en béton, le mât, la nacelle et les pales. Le mât, j'en parle pas. Le mât, il est recyclable. Bon, c'est la tige de fleurs, c'est terminé, c'est recyclable, c'est de la ferraille. Bon. Le socle en béton. Socle en béton, 1500 tonnes de béton, armé avec 50 tonnes, entre 50 et 100 tonnes de ferraille. C'est comme les bunkers allemands. C'est tellement compact, c'est tellement résistant que la loi oblige simplement à raboter 1 mètre par rapport au niveau du sol. Et en fait, les promoteurs éoliens enfoncent les socles en béton d'1 mètre par rapport au niveau du sol. Comme ça, au moment du démantèlement, ils seront sûrs de ne pas avoir le démantelé. Alors, ils nous disent, la loi oblige à supprimer le socle, mais la loi supprime à obliger le socle, sauf qu'il n'y aura plus d'intervenants quand il n'y aura plus de tarif de rachat. Et j'ai force est de constater, en discutant récemment avec quelqu'un proche des promoteurs éoliens, il me dit, Monsieur Bouclet, on est sûr qu'on n'enlèvera jamais ces socles en béton. Ils sont inenlevables, ça coûterait une fortune. Après, vous avez les pales d'éoliennes qui sont en fibre de carbone et en fibre de verre. Le fibre de verre et fibre de carbone, les experts de la Bundeswehr ont expliqué que si on brûlait ces fibres de carbone, ça fait des fumées cancérigènes comme le cancer de l'amiante. Donc, on n'a pas de solution on n'a aucune solution de recyclage. Alors, de temps en temps, depuis la sortie de mon livre, on a Vestas, qui est le principal fabricant d'éoliennes danois, qui nous dit « Nous avons trouvé une solution pour recycler les éoliennes qui seront recyclables d'ici 2040. » Donc, ça nous projette quand même assez loin. Donc, régulièrement, on a des communiqués, des publicités de promoteurs éoliens pour nous dire « Les pales d'éoliennes sont recyclables. » C'est faux, ça n'est pas recyclable, à telle enseigne que Bloomberg a fait un article tout à fait édifiant aux États-Unis avec des photos vues du ciel de la décharge de pales d'éoliennes à Casper dans le Wyoming. Et ça, c'est pas une fake news, c'est pas une fausse photo. Ça a été donc réalisé par des journalistes qui ont pris des photos vues du ciel d'immenses décharges de pales d'éoliennes qu'on est obligé d'enterrer en fin de vie. Donc voilà, les pales d'éoliennes ne sont pas recyclables. Et vous avez également les nacelles d'éoliennes. Alors les nacelles, c'est là où on va transformer le vent en électricité dans les turbines. Eh bien, doivent et nécessitent l'utilisation de terres rares. Les terres rares sont extraites en Afrique dans des conditions absolument épouvantables, en particulier à Baotou. Et c'est tellement polluant d'extraire les terres rares que la France et les pays occidentaux ont arrêté de produire des terres rares dans leur pays. On avait une usine de terres rares en France, on a arrêté. Et les Français, Ron Poulenc en particulier, ont investi dans des usines à Baotou, en Chine. Et il faut savoir qu'en fait, pour faire des terres rares, donc, bon, moi j'utilise les chiffres du projet de plan pluriannuel de l'énergie du ministère de l'écologie qui nous dit dans une de ces pages qu'il faut 1 tonne de terres rares pour les éoliennes en mer et à peu près 200 kilos pour les éoliennes sur terre. J'ai d'autres documents qui le prouvent. C'est très intéressant parce que ce projet du plan pluriannuel de l'énergie, il a été promulgué avant mon bouquin. Et après mon bouquin, quand je dévoile ces chiffres, le plan pluriannuel de l'énergie a supprimé la page dans laquelle il y avait la référence à la nécessité de terres rares. C'est vous dire, le mensonge. Donc, c'est tellement… Alors, comment on extrait les terres rares? Eh bien, on charrie des tonnes et des tonnes de terre et on les passe à une dizaine de bains oxaliques et d'acide sulfurique. Et en fait, on va prendre plusieurs tonnes pour avoir 1 kilo de néodyme en particulier. Le néodyme, c'est la terre rare qui est principalement utilisée dans les éoliennes. Et pour obtenir ce kilo de néodyme, eh bien, en fait, on va faire une quantité industrielle de déchets qui va concentrer la radioactivité de la Terre. Et en fait, on va avoir des déchets radioactifs. Et à Baotou, vous avez un lac toxique qui contient le rejet de tous ces acides sulfuriques oxaliques qui servent
à créer les terres rares qu'on va utiliser dans le symbole de l'écologie. En fait, on a délocalisé pour avoir des villes propres qui vont avoir de l'électricité pour les voitures électriques dans les centres urbains. On met les éoliennes à la campagne, donc on détruit le cadre de vie de nos ruraux, du monde littoral, et on va utiliser des matières premières en Chine, où on aura délocalisé la pollution, avec parfois même des cancers d'enfants, puisque ces déchets de terres rares vont dans les nappes phréatiques et peuvent contaminer ces nappes phréatiques. Enfin, c'est absolument épouvantable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chine a 80% du marché de terres rares, parce que personne ne veut extraire ces terres rares dans de telles conditions. Alors, déjà, c'est sidérant ce que vous nous dites sur cet aspect du recyclage des éoliennes, effectivement, et de toutes les matières nécessaires pour fabriquer ces machines-là. Mais autre problème, effectivement, que vous évoquez dans votre livre, alors autant il y en a un qui semble tout à fait logique, malheureusement, le risque pour les oiseaux, parce qu'effectivement, les pales immenses des éoliennes qui vont de 50 à 100 mètres de longueur, donc forcément pour les oiseaux, c'est assez terrible, les chauves-souris également, qui se repèrent avec des sonars et qui ne voient pas, qui ne se rendent pas compte en fait, de ces immenses pales qui tournent, mais vous parlez également de l'impact pour les animaux sur Terre, par exemple les vaches, et même les animaux dans la mer, et même les humains. Alors là encore, on apprend effectivement toute une palette en fait, de conséquences du fonctionnement des éoliennes pour les êtres vivants environnants. Tout à fait, parce qu'en fait, il faut comprendre que les vibrations, soit du fonctionnement des pales d'éoliennes, soit même du vent contre les mâts, créent ce qu'on appelle des infrasons. Alors, les infrasons ne s'entendent pas à l'oreille humaine, c'est des sons basse fréquence qui se diffusent jusqu'à 20 km du lieu de création de ces infrasons sur Terre et à peu près 50 km en mer. Donc en mer, ça c'est l'US Navy, il y a eu des études réalisées par l'armée américaine, l'armée de la marine américaine, parce qu'ils avaient des sonars des sous-marins qui perturbaient les baleines. Ils avaient constaté qu'au moment des passages des sous-marins, les sonars qui utilisent des sons basse fréquence faisaient qu'il y avait des échouages de baleines. Donc, ils ont fait des études sur les baleines, les problèmes des infrasons d'éoliennes également. Et ils ont découvert qu'effectivement, les infrasons diffusés dans la mer par les éoliennes provoquaient des échouages de cétacés en particulier, puisque les cétacés utilisent le sonar. Et depuis les installations d'éoliennes en mer du Nord, on a encore eu un exemple tout récent avec des échouages massifs de cétacés en mer du Nord, où partout où on installe des éoliennes en mer, eh bien, on a des exemples d'échouages de cétacés, comme par exemple au large de New York, où depuis l'installation d'éoliennes en mer, eh bien, alors que les pêcheurs n'avaient jamais constaté d'échouages de baleines ou de cétacés, eh bien, ils constatent des échouages de baleines et de cétacés. L'impact des éoliennes dans le monde marin est absolument considérable, et à telle enseigne que Sea Shepherd, qui est plutôt habitué à se battre contre l'activité des pêcheurs, eh bien, c'est associé avec les pêcheurs en mer. Sea Shepherd, c'était une association qui a été créée par un ancien de Greenpeace qui trouvait que Greenpeace n'était pas assez fort dans l'activisme. Et Sea Shepherd, eh bien, s'est associé aux différents marins, en particulier à Saint-Brieuc, pour dénoncer l'impact des éoliennes sur le monde animal marin. Mais on retrouve également ce phénomène d'infrasons dans le monde terrestre, avec les problèmes de vaches à nausée, où on a un nombre très important, et en plus là, à nausée, c'est peut-être des problèmes de champs électromagnétiques qui passent dans les sous-sols, parce qu'en fait, on enterre les câbles. Donc, vous avez les problèmes de champs électromagnétiques, des câbles qui passent dans les sols pour ramener l'électricité vers les centres urbains. Vous avez le problème des infrasons, comme je vous le disais, qui provoquent des malaises chez les humains, de la tachycardie. C'est ce qu'on appelle le syndrome éolien. D'ailleurs, c'est un syndrome reconnu dans le monde entier. Et des cancers même dans l'aine. Donc, vous avez tout un ensemble de problèmes de santé humaine, de problèmes de monde animal. Pour les éoliennes en mer, sur Terre, on retrouve les rapaces qui sont déchiquetés. Tous les rapaces qui planent sont déchiquetés par les pales d'éoliennes. On en retrouve régulièrement. Et donc, on a un ensemble, si vous voulez,
de faits qui sont gravissimes. Alors, les promoteurs éoliens, ils nous disent c'est l'effet nocebo. Un effet nocebo, c'est quoi? C'est l'inverse de l'effet placebo. C'est parce que j'ai des informations négatives sur les éoliennes, j'ai des malaises psychosomatiques. Donc, en gros, les anti-éoliens, donc moi, j'émets des informations négatives sur les éoliennes, et parce que j'émets des informations négatives sur les éoliennes, eh bien, les gens sont malades et se créent leur propre maladie. Alors, j'utilise une étude australienne qui a émis des infrasons pendant 10 minutes contre des personnes, et puis d'autres personnes à qui on a donné des informations négatives, et ceux qui avaient des informations négatives avaient un mal de tête après l'expérience. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Les vaches, je ne suis pas certaine qu'elles consultent les réseaux sociaux et qu'elles consultent Internet, et pourtant, il y a eu 400 vaches qui sont mortes depuis l'installation des éoliennes. Il y a eu des oiseaux, c'est documenté, il y a des études ornithologiques dans le monde entier, surtout les oiseaux planants, les rapaces, qui sont déchiquetés, les chauves-souris. C'est une véritable hécatombe. Alors, que fait la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, dans ce cadre-là? Elle commence, et là-dessus, je dois les féliciter, parce qu'il y a encore quelques années, elles étaient en partenariat avec les deux syndicats de promoteurs éoliens, France Énergie Éolienne et le syndicat des énergies renouvelables. Et là, la LPO commence à avoir émis là, récemment une alerte, alors pas sur la France, sur le Brésil, sur un oiseau en voie de disparition au Brésil qui est en train de disparaître à cause des éoliennes. Mais là, Alain Bougrain-Dubourg, soyez cohérents, rejoignez le camp du bien. ce fameux camp du bien, effectivement, Fabien Bougret, là, vous nous offrez là, une magnifique transition vers l'immense trou noir de notre débat, où là, je ne comprends plus rien. Pourquoi, politiquement, des partis, et notamment Europe Écologie Les Verts, s'évertuent à soutenir cette solution-là de l'éolienne, alors que tout cet argent qui est aujourd'hui dépensé dans l'achat et l'installation d'éoliennes pourrait être mis en œuvre pour développer de nouvelles solutions, moins dangereuses, en tout cas qui ne réunissent pas tous les dangers que vous évoquez depuis tout à l'heure. Pourquoi, politiquement, on continue à soutenir cette solution-là? Est-ce que c'est le rôle du lobbying, du militantisme, les deux à la fois, j'imagine? Qu'est-ce qui, d'après vous, fait qu'on s'évertue dans cette voie-là? Alors, si vous voulez, d'abord, il faut revenir sur l'histoire politique. J'en ai parlé tout à l'heure. Le moment clé, bon, l'écologie politique s'est développée à partir des années 70 sur la base de la lutte antinucléaire, avec Plogoff, donc la centrale nucléaire de Bretagne. Et François Mitterrand a commencé à sentir que l'écologie commençait à devenir un sujet, avec Brice Lalonde qui s'était présenté en 1981. Et Mitterrand a fermé Plogoff. Il a dit on arrête le projet de Plogoff. Et là, l'écologie politique a commencé à se développer dans les années 80 jusqu'à devenir une force politique très importante dans la gauche plurielle lorsque Jacques Chirac, Premier ministre, président à l'époque, dissout l'Assemblée nationale avant l'heure et se retrouve en minorité. Et donc, il est obligé d'avoir une cohabitation avec Lionel Jospin. Et cette cohabitation ne peut voir le jour qu'avec une alliance avec les écolos. Et donc, Lionel Jospin est poings et mains liés avec les écolos. Et donc, c'est en 2001 que commence véritablement, comme je vous le disais tout à l'heure, le prix de rachat de l'électricité et le développement de l'écologie politique. C'est en 2011 que se développe Europe Écologie Les Verts, fusion des Verts et d'Europe Écologie. Et il faut savoir que tout ce monde-là est lié à la promotion éolienne. Moi, j'ai découvert qu'un des grands, on va dire, des grands dignitaires d'Europe Écologie Les Verts, c'est Jean-Yves Grandidier. Il était sur la liste aux européennes de Jadot, et la lettre A, la lettre confidentielle, nous explique dans un article le lien très fort qu'il y a entre Jadot et Jean-Yves Grandidier. Jean-Yves Grandidier, c'est le principal promoteur français indépendant, c'est Valorem, créateur de Valorem depuis des années. Il est le créateur du syndicat France Énergie Éolienne. Il est le créateur des différentes organisations. Il participe à l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est un lobby allemand qui est installé au ministère de l'écologie, dans les locaux du ministère de l'écologie. Et donc,
En fait, on a créé, si vous voulez, depuis 20 ans, une sorte d'ambiance pro-éolienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, Europe Écologie Les Verts est consubstantiellement liée aux promoteurs éoliens. Toutes les lois, une grande partie des lois, une grande partie des amendements sont soutenus par des ministres issus des rangs d'Europe Écologie Les Verts, et une grande partie des lois sont associées dans l'association entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Et donc, cette liaison fait que politiquement, tout est fait, d'une part, pour sortir du nucléaire, avec des mesures vexatoires à l'égard de l'industrie nucléaire, et pour favoriser l'industrie éolienne qui est sous les mains et sous la coupe de l'Allemagne. Parce qu'en fait, l'Allemagne, c'est une industrie essentielle avec 200 000 emplois. Le nucléaire, c'est 400 000 emplois en France, direct, indirect et induit. Et donc, vous avez le lobby allemand en lien avec les partis écolos, donc Europe Écologie Les Verts, qui font pression à travers de ce parti politique pour supprimer le nucléaire en France et pour développer massivement les éoliennes. Et donc, il faut bien comprendre que Europe Écologie Les Verts, c'est pas Europe Écologie Les Verts, c'est Europe Éolienne Les Verts. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est un parti politique qui est lié à l'industrie éolienne et l'acteur clé, le point pivot, c'est Jean-Yves Grandidier. Et ça explique, si vous voulez, parce que toutes les lois de libéralisation ont été soutenues par Europe Écologie Les Verts. Hein, toutes. On reprend avec Denis Baupin, avec François de Rugy. Voilà, Nicolas Hulot n'était pas membre d'Europe Écologie Les Verts, mais proche. Et donc, on retrouve tous ces acteurs-là. Et notamment aussi avec Cohn-Bendit, qui est franco-allemand. Et on sait le poids des lobbies allemands. On sait le poids des lobbies allemands dans cette emprise de l'éolien en France. Puisque l'Allemagne a intérêt à installer des éoliennes en France, puisque c'est son industrie. Il faut savoir qu'une grande partie des sociétés propriétaires des centrales éoliennes en France appartiennent à des bénéficiaires économiques allemands. Donc, non seulement l'Allemagne nous vend son industrie, mais en plus, c'est elle qui détient 40 à 45% des sociétés propriétaires de centrales éoliennes en France. C'est une situation qui est assez effrayante parce que il y a cet aspect politique que vous expliquez là, et il y a aussi l'aspect du lobbying, mais un lobbying qui provient parfois d'acteurs qu'on ne soupçonnerait jamais. Je pense par exemple à l'exemple que vous donnez de Greenpeace, actionnaire d'une société qui s'appelle Greenpeace Énergie, elle-même propriétaire de parcs éoliens, et c'est le livre de Thibaut Kerlierzin qui dévoile tout ça, et vous relatez ces faits-là dans votre ouvrage. C'est assez sidérant en fait, de se rendre compte à quel point même les plus grands acteurs… Alors, il faut comprendre, Greenpeace en Allemagne est un acteur phare de l'énergie wind. Et tout récemment, le directeur général de Greenpeace France, dans le documentaire sur les 50 ans de Greenpeace, a dit nous sommes en liaison pour des opérations avec Greenpeace Allemagne. Greenpeace, il ne faut pas oublier, premièrement, que Jadot est l'ancien chef des opérations spéciales de Greenpeace. Et il y a déjà un lien entre Greenpeace et Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, Yannick Jadot avait été arrêté et condamné pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation pour être allé dans la rade de Brest, là où il y a les sous-marins nucléaires. Donc, c'est quand même pas rien d'aller dans une zone militaire aussi sensible. Deuxièmement, Greenpeace est en liaison étroite et a des partenariats avec les deux grandes structures de lobbying mondial. Elle a fait un accord pour faire une promotion du scénario 100% renouvelable en France. Ensuite, elle a une filiale qui s'appelle Greenpeace Énergie. Elle a fait un accord avec Vestas, notamment en Australie, pour promouvoir les actions de déstabilisation des anti-éoliens. Donc, pour faire des opérations de déstabilisation. Donc, Greenpeace, si vous voulez, c'est à la fois l'acteur de déstabilisation du nucléaire avec des opérations d'agit-prop, comme par exemple le fait qu'ils ont jeté un drone contre une centrale nucléaire, Donc, ils font des opérations d'agit-prop dans un centre, et en même temps,
Ils ont des intérêts et des partenariats avec les promoteurs éoliens ou ils sont même promoteurs éoliens au travers de leur filiale Greenpeace Énergie. Donc là, on est quand même dans des situations incroyables. Et attendez, ce que j'ai découvert, c'est que Greenpeace est membre de l'Office franco-allemand de la transition énergétique. Je vous ai parlé parce qu'un des acteurs clés de cette opération, c'est l'OFATE. L'OFATE, Office franco-allemand de la transition énergétique, c'est une association de droit allemand dont le siège social est au ministère de l'Industrie à Berlin et dont le bureau de représentation en France est installé dans le ministère de l'écologie, et pas n'importe où, à la direction de l'énergie et du climat, qui est la direction qui établit la politique en matière d'installation d'éoliennes. C'est-à-dire qu'on a un lobby industriel allemand, même s'il porte le nom Office franco-allemand, il est allemand, puisque c'est l'industrie éolienne qui est allemande, qui est installée dans nos institutions de pouvoir et de décision en France, dans les locaux de la direction chargée d'établir la politique en matière énergétique de la France. Et Greenpeace est la seule structure membre de cet organisme d'Office franco-allemand de transition énergétique. Décidément, on peut prendre le problème par tous les bouts. On est toujours autant sidéré. Mais si on essaie de prendre un petit peu de recul sur cette situation, à travers ce que vous dites, on voit vraiment qu'il y a aujourd'hui deux écologies en fait qui existent. Oui. Une écologie de business, qui n'hésite plus d'ailleurs à trahir ses propres engagements. C'est ce que vous dénoncez. Et il y a aujourd'hui une écologie de conviction qui n'a pas besoin de passer à la télé pour mettre en place des actions de tous les jours, de tous les instants, d'innover, d'inventer des choses pour réellement défendre la planète. Si on se penche sur cette écologie business à travers ces égéries que peuvent être par exemple une Greta Thunberg, on est dans quelque chose de quasiment religieux en vérité, où il ne faut plus réfléchir parce que celui qui réfléchit, c'est celui qui doute et on ne doute pas du sacré. Et c'est un petit peu ça, à la fois avec l'éolienne, on ne doute pas de l'éolienne, sinon on devient un anti-éolien et donc c'est terrible et il faut être chassé hors de... C'est un hérétique. Voilà, absolument, on devient un hérétique, tout à fait. Voilà. Mais comment vous l'interprétez, ça, cette cohabitation de deux écologies, une extrêmement visible, médiatique, présente sur les réseaux sociaux, et une autre avec des gens de conviction qui font ce qu'ils peuvent pour lutter, même quelque part, contre leur propre camp? Alors, je pense que déjà, premièrement, je pense que la question de l'éolien est en train de se renverser complètement. Je pense que l'opinion publique, depuis quelques mois, quelques années, nos équipes anti-éoliennes, hein, on a 1800 associations en France anti-éoliennes, ont fait du très très bon boulot et je crois que vraiment il y a une opinion publique qui se retourne. Puis Stéphane Bern a quand même joué un rôle avec sa tribune, c'est quand même remarquable ce qu'il a fait parce que évidemment c'est un exemple de combat. Ensuite, il y a effectivement, je dirais, eu une infiltration du monde des affaires dans le milieu écolo. C'est-à-dire que il y a 20-30 ans, en fait, il y a des personnes qui ont vu dans cette histoire d'écologie l'opportunité de faire du business. Avec en plus des prix garantis, c'est facile de faire du business. Imaginez une usine de chaussures dont on dirait aux fabricants de chaussures, on va vous acheter vos chaussures 2 fois le prix du marché et on est à peu près sûr de vous acheter vos chaussures pendant 15 ans. Quelle est la banque ne prêterait pas à une entreprise dont on est sûr qu'elle va faire du chiffre d'affaires? Et en plus, c'est de l'argent public. Donc, c'est garanti par l'État. C'est ça l'éolien. Ouais. C'est ça. Alors, pour l'éolien en mer, c'est pire, parce qu'on est à 6 fois le prix garanti. Donc, eh bien, ça s'est développé partout dans le monde, ça s'est développé. Comme ils avaient de l'argent, ils ont payé des lobbyistes, ils ont corrompu les élus, les conseillers de ministres, enfin tout ça. Je raconte les histoires de corruption dans mon bouquin. Et progressivement, des intérêts divergents par rapport aux objectifs poursuivis se sont mis en place. Et
Ce courant, il n'est pas simplement incarné par mon livre, Éolienne, la face noire de la transition écologique. Il est incarné par le livre de Guillaume Pitron, par son livre sur les terres rares. Il est incarné par le documentaire Planet of the Human de Michael Moore, édifiant. Édifiant. D'ailleurs, il avait été censuré par YouTube quelques jours après sa sortie, où il montre des usines au biogaz qu'on fait avec des arbres fraîchement coupés, où il montre les associations environnementales qui sont payées par l'industrie pétrolière. Enfin, en fait, les industries qui sont impactées sont celles qui vont utiliser l'éolien pour faire du greenwashing. Par exemple, Engie, Total, sont des industries pétrolières. Et d'ailleurs, le patron de Total, Pouyanné, vient de dire que le pétrole allait servir à financer les énergies renouvelables. Sauf que ce qu'il ne dit pas, et enfin, il l'a dit, mais c'est que pourquoi les industries pétrolières investissent massivement dans le renouvelable, c'est que comme on doit utiliser en backup, ce qu'ils appellent backup, c'est en support des centrales au gaz ou au pétrole quand les éoliennes ne tournent pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, actuellement, le tarif spot de l'électricité est en train d'exploser parce que les éoliennes ne produisent pas et on est obligé d'utiliser des usines au gaz et au pétrole. Donc, au niveau mondial, on a cette dichotomie où en fait, les plus pollueurs se sont mis à investir massivement dans l'éolienne, mais pour assurer leur business. Et donc, on a une dichotomie avec l'appui d'Europe d'Écologie Les Verts, avec l'appui de Greenpeace. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les associations environnementales se trouvent être du côté des nouveaux pollueurs. C'est le paradoxe. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le documentaire sur Greenpeace 50 ans, qu'ils sont un peu en marasme, ils savent plus où ils sont. Et donc, il faut que les associations comme la LPO fassent très attention, parce qu'à un moment, si elles ne réagissent pas, elles vont se retrouver du mauvais côté, dans la face sombre de la bête, si j'ai envie de dire. Et parce qu'il y a un moment, ça va sortir, c'est inévitable. Toute vérité, à un moment, sort. Et donc, évidemment, on en revient. La première écologie, c'est d'avoir un environnement qui n'est pas industriel dans les paysages. Le paysage, c'est le premier. Militer pour un paysage correct, c'est la première écologie. Son environnement, son cadre de vie, le fait d'être apaisé dans un environnement, c'est la première écologie. Donc, évidemment, les promoteurs éoliens, en mettant leurs éoliennes, sont des pollueurs. Et donc, effectivement, on a une sorte de renversement incroyable où, aujourd'hui, l'écologie, la vraie écologie, ça va être son cadre de vie, sa façon de faire attention comment on se nourrit, être attentif à la permaculture, à éviter d'utiliser des produits chimiques, etc., etc. Et donc, il y a effectivement cette situation totalement paradoxale entre un business qui est soutenu par les fonds de pension ou par BlackRock, avec les éoliennes, et puis d'autre part, une véritable écologie beaucoup plus sincère, beaucoup plus proche du terrain, et qui, il fut un temps, a été illusionnée par le caractère totémique des éoliennes. Et justement, sur cet aspect des solutions, c'est extrêmement intéressant parce que là, on est un peu face à un vide abyssal. C'est que on a d'un côté les éoliennes, on y a cru. D'une certaine manière, on y a cru. Et comme vous dites, tout ça, malheureusement, repose sur une illusion. Tant que des moyens n'ont pas été mis en œuvre, peut-être pour améliorer les solutions, peut-être éviter l'utilisation de terres rares, répondre à tous les problèmes que vous pointez, peut-être qu'on peut imaginer des éoliennes, on va dire, réellement vertes, ou est-ce que ça, c'est impossible? C'est le premier volet de ma question. Et le deuxième volet, en termes de solutions, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour pallier ce scandale des éoliennes et pallier peut-être aussi le risque du nucléaire? Là, je vous offre une amorce pour parler de votre prochain livre à sortir le 6 octobre. En fait, si vous voulez, encore une fois, moi j'ai écrit un livre, Nucléaire, les vérités cachées, qui va sortir le 6 octobre. Ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus général. Je ne suis pas du tout transgressif. Yann Arthus Bertrand, en juillet 2021, a dit sur la chaîne parlementaire, j'ai été pendant des années très, très anti-éolien, très, très longtemps. Je le suis moins maintenant parce qu'il a conscience que ça peut sauver la planète. Alors, quel est le paradoxe ? 70% des Français
pensent qu'une centrale nucléaire émet des gaz à effet de serre et donc participe au réchauffement climatique. Pour être très simple, aujourd'hui, 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde est liée à l'utilisation d'énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. D'ailleurs, qui crée plus de 10 millions de morts par an du fait des particules fines. Ça, c'est documenté, il y a une étude d'Harvard là-dessus. Donc, la question principale, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le pays le plus mauvais élève au monde en la matière, c'est l'Allemagne, qui émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Et la France est il faut le savoir, ça, il faut le dire, la France est le meilleur élève au monde en termes de décarbonation. Alors, quand Greta Thunberg nous fait un procès pour l'urgence climatique, mais elle se trompe de combat, puisque nous, on est les meilleurs. Et c'est reconnu par les études internationales. C'est reconnu sur le site Electricity Map. Hein, je vous incite à regarder, la France est à peu près, alors ça dépend des journées, mais à peu près à 10 fois moins de gaz à effet de serre. Et pourquoi elle émet moins de gaz à effet de serre? C'est parce que 80% de son électricité est basée à hauteur de 70% par les centrales nucléaires et 10% par l'hydroélectricité. Le nucléaire n'émet que 6 grammes de CO2 par kilowattheure produit, quand le gaz en produit 500 et quand le charbon en produit 1000. C'est clair. Donc, en outre, au mètre carré, la centrale nucléaire de Bugey, par exemple, qui est 3600 MW installée, utilise 1 km² d'emprise au sol pour une installation de 3600 MW et produit à peu près 20 000 gigawattheures par an. Pour avoir la même puissance installée, cela correspond aux 7 centrales éoliennes en mer prévues au large des côtes françaises, ce qui va représenter 450 éoliennes sur 500 km². Et on aura environ 3600 MW installés pour une production, selon les chiffres des promoteurs éoliens, de 13 500 gigawattheures. C'est-à-dire, on va détruire 7 lieux magnifiques du littoral pour une emprise au sol de 500 km², pour des éoliennes intermittentes, donc il faudra avoir des usines au gaz pour compenser quand elles ne marcheront pas, et qui produiront moins qu'une seule centrale nucléaire. Ben, la solution, elle est là. On a 28 centrales nucléaires en France et on a 8000 éoliennes. On voit bien le paradoxe. Et les centrales nucléaires n'émettent que de la vapeur d'eau. Donc, avec le nouveau nucléaire qui est en train de se développer partout dans le monde, un nombre impressionnant, même François de Rugy, dans Le Monde, a écrit une tribune dans laquelle il a dit qu'il était plutôt favorable au nucléaire désormais. Le GIEC, dans son dernier rapport de 2018, a dit que pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, dans tous les scénarios, et le scénario le plus bas, c'était une multiplication par 2 du nombre de centrales nucléaires, ou par 6 dans le scénario le plus important. Et d'ailleurs, la Chine, la Russie, les États-Unis sont en train d'accélérer. Là, pendant l'été, le Sénat vient d'accorder 2 milliards d'euros de recherche pour le département de l'énergie américain. La Russie est en train de développer massivement son électricité nucléaire et la Chine, n'en parlons pas, elle va multiplier par 2 son nombre de réacteurs nucléaires. Pendant ce temps, la France, qui avait 20 ans d'avance avec les réacteurs de 4e génération, qui n'étaient pas des réacteurs inintéressants, c'était notamment le projet Astrid, qui permettait de produire 100 fois plus que les centrales nucléaires actuelles en utilisant, Rémi, les déchets nucléaires des autres centrales et en supprimant la radioactivité de ces déchets. Et bien ça, le gouvernement français a souhaité l'arrêt de ces centrales mangeuses et absorbeuses des déchets nucléaires qui constituent les combustibles de demain et qui sont développés en Chine, en Russie et aux États-Unis de manière accélérée actuellement.
Et pour essayer de répondre à quelques inquiétudes par rapport au nucléaire, parce que c'est vrai que le débat est vif là aussi, vous parliez de l'extraction comment dire, des terres rares concernant les besoins pour les turbines des éoliennes, pour le fonctionnement des éoliennes. Par exemple, sur l'extraction de l'uranium pour le fonctionnement des centrales nucléaires, là, est-ce qu'on est face quand même à certains problèmes ou est-ce que là encore, les filières sont bien organisées? Non, les filières sont beaucoup plus organisées et beaucoup plus étendues que les filières de terres rares qui sont concentrées en Chine, tandis que là, les filières d'uranium sont très développées. Mais attention, on est dans un nouveau système. On n'a plus besoin d'uranium, puisque on a, avec les nouvelles centrales nucléaires, les nouveaux modèles, on va utiliser ce que nous avons en stock de combustible. On va utiliser comme combustible les déchets des anciennes centrales nucléaires. Donc, on est autosuffisant et l'organisme scientifique de l'Assemblée nationale et du Sénat a établi qu'on avait des réserves pour plusieurs milliers d'années. Autosuffisant, c'est-à-dire qu'on est autosuffisant, on détruit les déchets nucléaires et on n'émet aucun gaz à effet de serre. Et ce stockage des déchets, actuellement, il est géré comment? Alors, le stockage des déchets les plus actifs, ça correspond les déchets les plus, on va dire 95% de la radioactivité, c'est 4000 mètres cubes. 95% de la radioactivité, c'est 4000 mètres cubes. Il y a 100 mètres cubes à peu près par an de ces déchets. Sont mis dans des containers et les déchets sont vitrifiés. Et donc c'est déjà pas radioactif l'extérieur. Et c'est ceux-là qui sont prévus de mettre à Bure. Mais à Bure, dans ces CIGEO, on pourra réutiliser ces déchets dans les nouvelles centrales nucléaires, dites de 4e génération. Donc en fait, c'est réglé. La question est réglée. Et c'est la raison pour laquelle un militant écologiste, il y a des années, dans le Super Phénix, à Cresmatville, c'était tellement important, la France était tellement en avance, que des réseaux, en partie d'Europe de l'Est, liés aux services secrets soviétiques, avaient fait un attentat à la roquette. Et il s'avère qu'après, c'était un député vert suisse qui avait balancé des roquettes contre Cresmatville en lien avec les terroristes de Carlos et les services de secret hongrois. En tout cas, cher Fabien Bouglet, le rendez-vous est pris pour cette c'est absolument passionnant et ça explique pourquoi. Ça explique pourquoi la question et les vérités sur le nucléaire en liaison avec la face cachée des éoliennes explique pourquoi, et vous allez comprendre, nous sommes en réalité dans une guerre sourde économique entre la France et l'Allemagne qui va être l'enjeu de ces prochains mois, des prochaines élections présidentielles françaises et des prochaines élections allemandes, et surtout de la décision par la Commission européenne d'intégrer ou non le nucléaire comme énergie propre dans la taxonomie européenne. Si l'Europe oublie de le faire, c'est la fin de l'Europe. Rémi, je vous annonce la fin de l'Europe. Si le nucléaire n'est pas intégré dans la taxonomie, l'Allemagne se retire de l'Europe. Alors là, vous l'aurez entendu ici, le pronostic est lancé. Nous, le rendez-vous est pris le 6 octobre prochain en librairie pour la sortie de votre nouvel ouvrage, Fabien Bouglet. Un immense merci, on est ensemble depuis bientôt 1 heure. Je vous laisse le mot de la fin pour les spectateurs de Juste Milieu. Écoutez Rémi, moi je suis ravi d'intervenir avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais simplement dire la chose suivante. Il ne s'agit pas d'informations... toutes les informations que je dévoile sont des informations ultra sourcées. J'attache énormément d'importance à vérifier mes sources, qui sont toujours des sources rigoureuses, d'études scientifiques internationales, des sources du ministère de l'écologie. J'insiste là-dessus. Et surtout, avec ces sources rigoureuses, nous obtenons les lignes, on va dire, d'une vérité qui se dessine. Et donc, je voudrais simplement dire aux téléspectateurs, aux personnes qui regardent YouTube, de vraiment se détacher des biais cognitifs. Parce que les biais cognitifs,
c'est vraiment ce qui va nous perturber dans notre façon de concevoir les choses, s'abstraire des biais cognitifs qu'on nous a imposés par des années de propagande pour prendre les éléments vraiment factuels. Et là-dessus, il faut être factuel. Et vous allez voir, ça va être vraiment des questions qui vont être débattues. Moi, je suis tout à fait ouvert à débattre avec des écologistes, avec Jean-Luc Mélenchon ou sur le sujet, mais de manière factuelle et sourcée. Ça, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime sur Juste Milieu. Alors, chers spectateurs, hein, si vous voulez découvrir le travail de Fabien Bouglet, rendez-vous en librairie, c'est Éolienne. Il est aux éditions du Rocher disponible et la suite qui arrive le 6 octobre sur la question du nucléaire. Encore une fois, un immense merci, cher Fabien, pour cet échange. Merci Rémi. Chers spectateurs, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu, vous le savez. N'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est important. Et l'empreinte carbone est neutre pour le clic. Voilà, le clic, c'est pas mal. Encore que bon, il y a YouTube, les serveurs, attention quand même. Il y a de l'empreinte carbone, mais bon, hein, on en reparlera. Donc, voilà, on se retrouve très, très, très vite, chers amis. Prenez soin de vous. À bientôt.